Salut, alors aujourd'hui vidéo un petit peu rapide pour vous parler de ceci. Alors ceci c'est un atténuateur coaxial, mais également en fait une charge fictive. Donc tout ça c'est utilisé en RF. Donc on a une entrée, on a donc tout plein de grilles de radiateurs, dissipateurs, et puis on a une sortie qu'on va pouvoir par exemple relier sur un analyseur de spectre. L'entrée, on peut la relier vers un transmetteur ou un amplificateur radio que l'on veut tester, mais qu'on ne pourrait pas brancher directement sur un analyseur de spectre parce que son entrée ne le permet pas, on dépasserait sa puissance maxi admissible. Donc c'est un atténuateur, c'est différent donc d'une simple charge fictive, puisque la charge fictive, elle va nous permettre uniquement, au lieu de faire débiter sur une charge rayonnante, une antenne, de dissiper sur une espèce de grosse résistance de 50 ohms finalement, de tout convertir en chaleur sans que ça rayonne. Mais du coup on n'a pas de sortie de l'autre côté pour aller faire de mesures. Voilà essentiellement la différence entre charge fictive et atténuateur. Alors cet équipement, il est en panne. J'avais commencé à le réparer et puis je me suis arrêté un petit peu en catastrophe parce que j'avais commencé à le démonter, sauf que je m'y suis très mal pris et à l'intérieur de cet équipement en fait il y a de l'huile. Alors c'est de l'huile minérale qui est électriquement isolante, qui a probablement de bonnes caractéristiques en RF, ou en tout cas qui vient pas modifier des caractéristiques en RF, et qui a également une capacité caloporteuse pour aller dissiper les calories dans le matériau et dans les ailettes. Donc je m'y suis mal pris pour le démontage, et j'ai mis de l'huile de partout dans mon atelier, ce qui n'est pas ouf, et je me suis rapidement interrompu, donc j'ai arrêté de démonter, et là je souhaite reprendre la réparation et le démontage, mais en faisant une vidéo. Donc on va simplement regarder comment est-ce que c'est construit à l'intérieur. Hop, oh bah dis donc. Voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc tout ça normalement ça baigne dans l'huile. Voilà à quoi ça ressemble. On a ici le côté entrée. Vous voyez que j'ai sorti une pièce ici. Ce barreau de cuivre avec un espèce de dépôt dessus, c'est une résistance. C'est une résistance coaxiale qui a une valeur du coup de 50 ohms. Et ça c'est à l'intérieur, on va mettre la résistance. Et puis le bloc qui est situé ici, c'est l'atténuateur. Et on retrouve de l'autre côté du coup la sortie avec sa fiche N. Alors, vous allez comprendre assez rapidement ce qui lui est arrivé à cet équipement. Vous voyez les déformations mécaniques ici. Et selon moi, elles témoignent d'un dépassement de la puissance maximum admissible dans cet équipement. Elle est écrite, elle est marquée sur la plaque signalétique ici. Elle est de 50 watts. Et je pense que la personne qui s'en est servie a allègrement dépassé les 50 watts. Et que finalement, il a chauffé à tel point que ça a fini par provoquer une déformation mécanique sur cette petite pièce en aluminium. Alors le symptôme, quel est-il? Eh bien, lorsqu'il était complètement assemblé, si on prenait un ohmmètre et qu'on venait faire une mesure directement sur la fiche N en se branchant sur l'entrée, on ne mesurait pas du tout 50 ohms, on avait plutôt un truc du style 35 ohms. Ce qui n'est pas bon, hein, forcément, si on est sur un système 50 ohms. Ce qui provoquait du coup cette chute de résistance, c'est que la rétraction mécanique qui a eu lieu ici était telle que c'est venu mordre finalement l'espèce de résistance coaxiale. Vous voyez qu'il y a une petite trace ici. Et bien ça c'est une petite trace qui a été provoquée par l'appui de l'aluminium sur cette résistance coaxiale. Donc là je suis en train de redresser tant bien que mal les parties en aluminium qui sont abîmées, pour essayer de remonter la résistance coaxiale et de voir si je retrouve les 50 ohms, parce que il y a de grandes chances finalement que si on ne court-circuite pas la résistance en plein milieu, si on arrive jusqu'au bout et que ça n'a pas cassé le film résistif dessus, on puisse encore avoir du 50 ohms. Donc voilà pour la suite de la réparation, en quoi ça va consister. Alors voilà, le remontage est terminé. La bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve nos 50 ohms. Donc là, maintenant, l'étape suivante, c'est de prendre cet équipement et d'aller le tester avec un VNA, un analyseur de réseau vectoriel, pour être certain que même en fréquence, il se comporte bien comme une impédance purement résistive de 50 ohms. Et l'autre essai, ça va être de s'assurer que l'atténuation qu'il introduit entre son entrée et sa sortie, elle est bien de 30 décibels, comme c'est spécifié sur sa plaque signalétique ici, Attenuation
30 dB. Voilà, le setup est prêt. On a notre atténuateur avec un VNA, le fameux HP 4195A. Ceux qui suivent la chaîne depuis un moment le reconnaîtront, c'est une de mes premières réparations d'équipement RF. Alors, ces sorties et ces entrées sont connectées sur ce petit équipement. Ça, c'est un coupleur directionnel. Ça va permettre de séparer les ondes incidentes des ondes réfléchies pour les présenter sur les bonnes entrées de l'analyseur. Normalement, c'est une fixture qui est vendue par HP, mais qui est hors de prix, même sur le marché de l'occasion. Donc on peut tout à fait faire ça avec des équivalents modernes. Il suffit de bien calibrer Open, Short et Load le VNA, et le résultat est quasiment le même. Peut-être un peu moins directif que l'équipement d'origine, mais c'est pas très grave pour ce genre de mesure. Bref, qu'est-ce qu'on a à l'écran? On a la représentation du VSWR, enfin du SWR, donc le rapport d'onde stationnaire. On voit que globalement, alors je vais peut-être essayer de faire un autoscale. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Oui, éventuellement. On voit que on a un maximum à 1,17, donc la condition d'adaptation idéale étant 1. On est à 1,17 en maximum et en minimum, on est à 1,04. Donc globalement, c'est pas mauvais, mais bon, je ne sais pas si on est dans les specs de l'équipement d'origine. On peut éventuellement regarder ça sous forme d'une abaque de Smith également. Donc ce dont nous informe l'abaque de Smith, c'est que globalement l'essentiel de nos points sont localisés au centre de l'abaque, ce qui implique que l'impédance qu'on est en train de mesurer est quand même bien centrée autour de 50 ohms, quelle que soit la fréquence à laquelle on teste le DUT. On peut se demander si on peut faire mieux ou au contraire faire pire. Je vais vous montrer quelque chose, une sensibilité de l'équipement à sa position. Et vous allez essayer peut-être de deviner pourquoi est-ce que ça arrive. Là, il est à plat, on a ceci. Je vais le renverser et je vais le passer dans cette orientation, à la verticale. Qu'est-ce qu'on a là? On voit que le point, globalement le nuage de points, s'est resserré au centre de la bague de Smith, ce qui montre qu'on est encore mieux adapté. Maintenant, je vais renverser la charge, l'atténuateur, dans ce sens. Toujours à la verticale, mais entrée vers le haut. Qu'est-ce qu'on a à présent? Mais on a un cercle, un nuage de points beaucoup plus large, ce qui montre que sur la plage de fréquence, on devient de plus en plus désadapté. À votre avis, de quoi est-ce que ça provient? Eh bien, moi, je vais vous donner la réponse. En tout cas, la réponse que je pense juste, c'est que l'équipement il est sensible au niveau d'huile qui est à l'intérieur, au niveau de remplissage de cette fameuse huile glycolée. Quand j'ai démonté l'équipement, j'en ai perdu beaucoup de l'huile, comme je disais en intro. Et finalement, là, j'en ai remis que la partie qui me restait. Donc l'assembly RF à l'intérieur, il n'est pas intégralement recouvert d'huile. Et donc finalement, cette huile doit avoir des propriétés RF qui sont importantes pour garantir les caractéristiques de l'équipement. Donc là, le plan, c'est vider l'huile qui est à l'intérieur de l'équipement, la conserver, parce qu'on ne sait jamais, et surtout la remplacer par de l'huile minérale que j'ai achetée sur Amazon. Et donc, c'est une huile qui n'est pas forcément spécifique pour cet usage RF. Mais on va voir ce que ça donne. Niveau d'huile bas. Le niveau d'huile bas qui s'allume en orange, qui est à différencier du niveau d'huile critique en rouge ou surtout défaut de pression d'huile. Alors niveau d'huile bas vous indique qu'effectivement il n'y a plus beaucoup d'huile dans le moteur. Donc c'est chaud parce qu'il va falloir vous arrêter assez rapidement. Un moteur qui tourne sans huile, c'est un moteur mort en très peu de temps. Donc on pense surtout à refaire l'appoint rapidement. Alors voilà l'atténuateur après le changement d'huile et le VNA. Et bien la bonne nouvelle, c'est que finalement on n'a pas tellement affecté les caractéristiques RF, puisqu'on a un maximum à 1,1 on va dire, alors que tout à l'heure de mémoire le maximum était à 1,15. Donc finalement on n'a pas changé grand chose, on est toujours autour de 1, avec un minimum à 1 pile poil. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis si on se remet en représentation à bague de Smith, hop, et ben il n'y a pas de problème, on a à nouveau tous nos points au centre de la bac. Donc on est bien 50 ohms, et vous voyez les valeurs ici. On est bien 50 ohms sur toute la bande de fréquence de 10 mégas à 500 mégas. Donc c'est une bonne nouvelle, mais il nous reste quand même quelque chose à vérifier, c'est est-ce que l'atténuateur en lui-même fonctionne? Est-ce qu'il introduit bien 30 décibels entre son entrée et sa sortie? Eh ben on va vérifier ça de suite, c'est parti.
pour cette manip, on connecte à la fois l'entrée et la sortie de l'atténuateur. Le coupleur directionnel ne sert plus qu'en guise de splitter, pour séparer entre l'entrée de référence et l'entrée de mesure. Voilà le résultat. Donc la représentation, là, cette fois-ci, c'est l'atténuation introduite en décibels. Bien sûr, il faut calibrer l'analyseur avant de faire ces manips. Donc ce qu'on voit, c'est que grosso modo, sur la bande 10 mégas jusqu'à 500 mégas, eh ben, on est quand même très proche de 30 décibels. Ici, on est à 29,67, puis on va se balader tout du long. D'après la documentation de Bird, la spécification, c'est du 30 décibels, plus ou moins 0,5 dB. Donc on a le droit de descendre finalement à du 29,5. Donc là, c'est bon, on est au-dessus, on est au-dessus, on est au-dessus, et de monter jusqu'à du 30,5. Et a priori, c'est bon. On est dans la spec de l'instrument. Jusqu'à, en tout cas, 500 mégas, jusqu'à ce que je sais mesurer avec cet instrument. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et éventuellement, il resterait un dernier essai à faire. C'est un essai en puissance. Envoyer 100 watts en onde continue. Vérifier que on n'a pas d'un coup un SWR qui se met à monter très fort, qui prouverait finalement que l'atténuateur redevient défaillant, et vérifier que même à 100 watts, l'atténuateur, il introduit toujours ces 30 décibels et qu'il n'y ait pas un phénomène non linéaire qui serait dépendant de la température ou qui traduirait un mauvais fonctionnement de l'atténuateur. Mais pour l'instant, je ne vais pas encore faire cette manip parce que je n'ai pas le matos dispo immédiatement. Mais peut-être qu'à l'avenir, j'essaierai de faire une vidéo sur cet essai et vous donner le résultat. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo placée sous le signe de l'ARF. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.